L'humain évolue sur la Terre depuis 7 millions d'années. Comment pouvons-nous ignorer ce processus d'évolution? Comment pouvons-nous l'altérer en considérant pas chacune des étapes du développement humain comme étant des étapes primordiales qu'on doit respecter lors de la naissance et des premiers mois, premières années de vie d'un enfant? Difficile de ne pas ressentir un respect incommensurable envers le développement humain. Chacune des étapes du développement intra-utérin du nouveau-né a sa raison d'être. On s'y attarde beaucoup pendant la grossesse avec un suivi médical ou un suivi sage-femme à s'assurer que chacune des étapes que doit passer le fœtus, tout se déroule selon les normes et selon les données scientifiques à l'appui. Par contre, dès la naissance, ce processus de maturation neurologique ne cesse pas de prendre efficience. Au contraire, il y a encore des étapes qui sont fondamentales, qui se déroulent tout au long de la première année de vie de l'enfant. C'est important de les considérer, de les respecter pour assurer le processus de maturation neurologique de notre enfant. Donc, chaque étape du développement de l'enfant permet de créer des circuits neurologiques, des connexions neuronales. C'est donc important de respecter l'ordre naturel dans lequel ces étapes sont préprogrammées pour assurer un neurodéveloppement optimal. La recette fonctionne depuis des lunes. On sait que depuis que l'humain vit en relation avec son environnement, il est soumis aux lois de la physique. Il vit des processus qui influencent sa croissance, sa maturation, ses mouvements au quotidien. Avec l'industrialisation, avec la technologie, il y a bien des phénomènes qui, malheureusement, sont entravés. Je pense que l'humain continue son évolution avec l'apparition de cette nouvelle ère. Par contre, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, considérer dès les premiers mois de vie les étapes fondamentales qui permettent au système nerveux de l'enfant de prendre conscience et de se construire. À sa naissance, le nourrisson vit avec près de 100 milliards de neurones. Au fil du temps, chacune des étapes de son développement vont faire en sorte que ces neurones vont pouvoir se connecter entre elles et créer des circuits neurologiques, des connexions synaptiques qui vont lui permettre d'acquérir certaines habiletés. C'est important de bien connaître ces étapes et c'est ce qu'on va pouvoir explorer ensemble à travers ce chapitre du Masterclass. Quand on parle de neurodéveloppement auprès d'un enfant, on parle entre autres de son système nerveux, de son propre panneau électrique. On peut comparer toutes les connexions neuronales à des connexions électriques d'un système électrique d'une maison, par exemple. Donc, chaque fil doit être connecté au bon endroit pour faire le travail escompté. À l'instar des fils électriques, notre système nerveux comporte aussi une gaine. Donc, autour de chaque circuit, on y retrouve une gaine qu'on appelle la myéline. La myéline favorise le transport de l'influx nerveux, donc favorise la vitesse à laquelle l'information est transmise à travers les circuits. Et cette myéline-là, c'est une substance lipidique et protéique qu'on entend souvent également dans l'allaitement, à travers tout l'apport nutritif qu'apporte l'allaitement. Donc, gardez en tête qu'un neurodéveloppement, on parlait beaucoup de piliers de parentalité proximale, l'allaitement en fait partie. Là, on est en train de parler de neurodéveloppement, de motricité libre, de réflexes primitifs et d'étapes de développement moteur de l'enfant. Donc, l'allaitement n'est pas tellement loin dans sa contribution, en fait, à la réalisation des étapes neurodéveloppementales chez le bébé. En effet, plusieurs études démontrent que le gras qui est retrouvé dans le lait maternel humain favorise la myélinisation du système nerveux humain. Donc, encore une fois, l'allaitement n'est pas anodin dans tout ce processus. Pendant la grossesse, le nouveau-né vit dans un environnement aquatique. À la naissance, il vit un des plus grands chocs de toute sa vie, celui de lutter contre la gravité. Nous avons abordé l'importance des réflexes néonataux dans cette période,
transition qu'est la naissance, mais les réflexes néonataux sont aussi présents pour créer des mouvements très involontaires chez le nouveau-né. Nous avons également dit que le nouveau-né contient près de 100 milliards de neurones qui doivent tous se connecter entre elles. Une des façons importantes pour le nouveau-né de pouvoir créer ces connexions-là, c'est d'être en relation avec son environnement, d'être en contact avec son environnement. Donc, les premiers mouvements du bébé sont très involontaires via des réflexes. Et tranquillement, selon les étapes du développement, ces mouvements vont devenir volontaires et contrôlés et des connexions neuronales plus spécifiques et complexes seront alors créées. Donc, dès les premières semaines, le bébé réalise des mouvements plus involontaires. À partir de 4 semaines, généralement, on va sentir un contrôle de tête un petit peu plus efficient, un peu plus fort auprès du nourrisson. Déjà, si on favorise la position ventrale au quotidien, ça permet au nouveau-né d'apprendre à contrôler sa tête, à la maintenir et de débuter de légères rotations. Autour de 4 mois, on commence à dissocier chacune des parties du corps et on amorce la fameuse roulade. Roulade du dos au ventre, ventre au dos. Cette roulade-là n'est pas anodine parce qu'on dissocie les ceintures. On a une ceinture pelvienne, on a une ceinture scapulaire et on dissocie tranquillement chacune des ceintures, puis on commence à avoir appui sur nos membres. Donc, les membres supérieurs vont être bien appuyés, les mains bien ouvertes, et les membres inférieurs au niveau des pieds vont prendre appui aussi. Je vous ai parlé du réflexe de Babinski lors de la grossesse et principalement de l'accouchement, en fait, excusez-moi, mais ce réflexe-là de Babinski, s'il a été bien stimulé, il sera encore présent dans les premiers mois de vie, ce qui est très intéressant parce que c'est grâce à ce réflexe-là que l'enfant va être en mesure de se propulser pour réaliser le rampé. Malheureusement, avec l'industrialisation, l'utilisation, la surutilisation de sièges stabilisateurs, d'exerciceurs ou de jeux en position assise verticale, malheureusement, on entrave cette étape neuroévolutive qu'est le rampé. Donc, idéalement, si on veut favoriser un neurodéveloppement et une motricité libre optimale, on essaie d'éviter l'utilisation de tous ces objets. En fait, ce qu'on a besoin, c'est d'un sein, une doudou, un bon porte-bébé, puis un sol. C'est sûr, dans un contexte où vous n'êtes pas en mesure d'allaiter pour diverses raisons, on se comprend que le sein peut être remplacé par un biberon. L'important, c'est que l'enfant soit nourri avec amour et chaleur. Donc, la motricité libre, la position sur le ventre, elle est hyper importante pour permettre au nouveau-né, via des mouvements très involontaires au début, mais de plus en plus contrôlés parce que des bonnes connexions synaptiques vont se créer, puisque l'enfant va être en relation causale avec son environnement. C'est à ce moment-là qu'il y a des étapes qui vont commencer à prendre efficience. Il n'y a pas personne qui dit à son nouveau-né, ce matin, Joey, ou ce matin, Sophia, ça serait le temps que tu roules du dos au ventre, ventre au dos. Ça se fait de façon très innée et naturelle parce que c'est un processus qui est encodé génétiquement. Il y a sa place, il y a ses raisons d'être et il permet de créer, oui, des connexions synaptiques, mais toute une conscience de l'environnement et une conscience corporelle pour le nouveau-né. En roulant du dos au ventre, ventre au dos, il contrôle sa vitesse, il contrôle sa motricité oculaire commence à être stimulée également. Il va contrôler son geste et ses réceptions, ses appuis. Donc, c'est pas anodin. Chacune des étapes a sa place. Donc, rouler du dos au ventre, ventre au dos, autour de 4 à 5 mois généralement, est une des premières étapes neuroévolutives qu'on va voir apparaître dans le développement de l'enfant. Par la suite, ramper, suite à cette étape-là de rouler du dos au ventre, ventre au dos, on va voir que l'enfant prend beaucoup appui sur son gros orteil. Et les mains bien ouvertes au sol, plus il va prendre appui, plus il va débuter une propulsion vers l'avant. Ce qu'on cherche à voir dans un bon rampé, c'est un mouvement contralatéral. Donc, il se propulse avec, exemple, l'orteil droite et se tire avec la main gauche. C'est important de commencer à clarifier des petits circuits contralatéraux
pour permettre aux deux hémisphères cérébraux de bien se parler, de bien se connecter. Donc, les circuits croisés qu'on appelle sont importants dans le neurodéveloppement de l'enfant. Il commence à créer des repères espace-temps qui vont être essentiels à supporter plusieurs apprentissages académiques par la suite. Donc, autour de 6 mois, à peu près généralement, entre 6 mois à 8 mois, 9 mois, l'enfant généralement va ramper et un vrai ramper efficace. Sachez que votre enfant va être votre meilleur ami, va devenir une balayeuse quotidienne parce qu'il va faire le tour de la maison, il va explorer son environnement, il va pouvoir être en contact avec divers stimuli sensoriels, puis ça va être très riche pour son neurodéveloppement. Suite à cette étape de ramper, tout à coup, l'enfant prend vraiment appui sur ses membres supérieurs, les mains, puis commence à aller chercher une certaine force au niveau de son tronc et ses membres inférieurs, va prendre appui sur ses genoux. Avec une bonne contraction au niveau de son tronc, de tout ce qui est le contrôle postural, l'enfant va maintenir une bonne position 4 pattes. Grâce à cette position 4 pattes, l'enfant apprend les notions de profondeur, de vitesse au plan visuel. Et ça, c'est pas négligeable parce que plus tard, dans plusieurs apprentissages académiques encore, on va retrouver ces concepts-là, mais on va retrouver ces concepts-là au quotidien, tout au long de sa vie. Donc, c'est important de bien les développer. Donc, un vrai 4 pattes là, va se produire généralement entre 8-9 mois à 12 mois, selon la littérature. Donc, c'est important de favoriser cette position-là. On entend souvent, c'est pas grave, s'il n'a pas marché 4 pattes, en autant qu'il finisse par marcher debout. Il y a plusieurs écoles de pensée, il y a plusieurs études qui démontrent que c'est important de marcher 4 pattes pour permettre des connexions neurologiques efficientes. Il y a toute une notion aussi de latéralité, de gauche-droite. On est en train d'installer des circuits qui vont lui permettre de bien, dans son corps, reconnaître des repères de gauche, droite, haut, bas et des repères simultanés de circuits croisés. Donc, c'est important parce qu'éventuellement, au niveau de la coordination motrice de l'enfant, de planifier ses mouvements, la planification motrice, de s'ajuster dans l'espace et même s'ajuster à un objet qui lui arrive, ces concepts-là sont capitaux. Donc, des signes d'alerte par rapport aux 4 pattes, c'est quand on voit le bébé se traîner sur une fesse, quand il refuse tout simplement de faire le 4 pattes. C'est important de déjà consulter votre médecin, physiothérapeute ou ergothérapeute, de poser des questions et de vous assurer qu'un professionnel de la santé vous aide à bien stimuler chacune des étapes du développement de votre enfant. Par la suite, une fois le 4 pattes bien stimulé, commence à être vécu autour de 8 mois, 9 mois, on va voir que l'enfant détient assez de contrôle postural pour passer de la position 4 pattes à se propulser et s'asseoir avec une base de suspension assez large au niveau des hanches et des jambes, des membres inférieurs qui lui permettent de bien s'asseoir solidement et d'avoir tout le contrôle postural pour se maintenir droit. Cette position assise-là, contrairement à ce qui est généralement véhiculé, je pense que c'est important de considérer les étapes précédentes, ramper et marcher 4 pattes, qui permettent la construction d'une force nécessaire, suffisante pour bien maintenir la position assise. Donc, c'est encore une fois selon plusieurs écoles de pensée, puis il y a des gens qui l'encouragent plus, il y en a d'autres qui l'encouragent moins, mais dans un univers de parentalité proximale, de motricité libre, je pense que c'est important de se référer à la nature humaine et d'éviter nous-mêmes de stabiliser notre enfant en position assise, mais bien d'attendre qu'il ait les prérequis nécessaires pour le faire. Donc, les prérequis vont passer par... Je reprends juste la phrase avec le camion. OK. Je ne sais pas de où, par exemple. Mettons, reprendre le dernier 30 secondes. Ouais, tu peux. Le dernier 30 secondes, je viens de dire. OK. Donc, la position assise doit être maintenue par l'enfant lui-même. On essaie alors d'éviter
de stabiliser l'enfant en position assise. On veut qu'il acquiert de lui-même, qu'il y ait une lutte antigravitationnelle qui se produise, qui par ses propres muscles profonds, il arrive à se stabiliser en position assise. Bien entendu, on peut sécuriser autour de l'enfant pour éviter si jamais il y avait une chute qu'il se blesse, mais en même temps, essayez d'éviter de stabiliser l'enfant puis de l'asseoir vous-même. Dans un concept de motricité libre, ce qu'on favorise, c'est vraiment que l'enfant acquiert chacune des étapes par lui-même, qu'il explore son environnement et qu'il se crée des connexions neurologiques via les relations causales entre son environnement et lui. Donc, la position assise, généralement, si elle est acquise ainsi, on va l'avoir autour de 8 mois, 8 mois et demi, des fois un petit peu avant, des fois un petit peu après. Il faut savoir que chaque enfant est différent aussi. Mais si toutefois, là, vous voyez vraiment un retard sur l'acquisition du rampé, du quatre pattes et de la position assise, passez le 9 mois ou 10 mois ou peu importe, consultez votre médecin, posez des questions, puis encore une fois, consultez. N'hésitez pas à consulter un physiothérapeute ou un ergothérapeute qui va pouvoir vous aider à stimuler davantage ces étapes neurodéveloppementales. Autour de 10 mois, 11 mois, l'enfant cherche toujours à gagner une verticalité parce que c'est le but ultime de la première année de vie de l'enfant, c'est de vivre une lutte antigravitationnelle. Donc, c'est de parvenir d'un petit pain, d'un petit bloc à sa naissance, à bien dissocier chacune des parties de son corps via des étapes neuroévolutives pour gagner la position verticale et ainsi marcher de façon autonome debout. Donc, autour de 10-11 mois, ce qu'on va voir, c'est que l'enfant va passer d'un quatre pattes à la marche de l'ours. Et graduellement, progressivement, il va commencer à se propulser et se positionner en position accroupie. Donc, d'un quatre pattes à la marche de l'ours qui fait un petit peu plus levé comme ça à l'envers et avec ses mains en se propulsant, arrive à être un petit peu plus en position verticale, donc accroupi. Et tranquillement, il va gagner suffisamment de force dans ses membres inférieurs pour se pousser et se mettre debout. Autour de 12 mois, puis encore là, ça varie d'un enfant à l'autre, mais autour de 12 mois, ce qu'on va voir, c'est le début de la marche autonome debout en plein centre d'une pièce. Ce qu'on va éviter de faire, c'est de mettre nos mains devant, de dire à l'enfant « Tiens, toi, je vais t'aider à marcher ». Pourquoi? C'est que l'enfant doit avoir des repères spatio-temporaux clairs, mais aussi, il est en train de créer des connexions neurologiques bien précises. Si on lui donne toujours les mains et qu'il appuie ses mains sur vos doigts, c'est comme si on lui disait « Pour marcher debout, tu dois avoir les mains devant toi ». Mais c'est pas tout à fait ça, la marche autonome debout. C'est vraiment d'avoir une lutte antigravitationnelle et de se baser sur ses propres ressources internes. Donc, bien entendu, on évite les marchettes, on évite, c'est proscrit au Canada, les marchettes, mais les trotteurs, tout ce qui va permettre à l'enfant de se verticaliser très tôt, de prendre appui puis d'être debout, en position debout. Je vous dirais, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas fait la marche de l'ours et qu'il n'a pas commencé à vouloir se verticaliser lui-même en plein centre d'une pièce, on essaie d'éviter de les mettre debout. Tout ça est dans la philosophie de la motricité libre, si on rapporte là, les données probantes à cet effet-là. Donc, gardez en tête que 0 à 1 an, chacune des étapes sont importantes. On doit les considérer parce que c'est les piliers fondamentaux d'une pyramide neurodéveloppementale claire qui vont permettre de construire tout ce qui est la gestion des stimuli sensoriels, la proprioception, le sens vestibulaire, donc le mouvement, la motricité oculaire et parallèlement à ça, tous les sons, les odeurs, les textures, bon, tout ce que l'enfant va avoir exploré dans sa première année de vie va lui permettre de créer des repères clairs au niveau sensoriel. Mais par la suite, ça lui amène tellement une conscience corporelle claire qu'il y a plus de facilité généralement au niveau de la planification motrice, de la coordination motrice, de la coordination œil-main, de tous les concepts d'espace-temps liés à la lecture, l'écriture ou mathématiques. Donc, gardez en tête qu'il s'agit de piliers fondamentaux pour le reste du développement que devra vivre votre enfant dans les années à venir également, jusqu'à l'intégration du système scolaire.
Donc, c'est pas anodin, encore une fois, tout ce qui est neurodéveloppement en termes de motricité libre, favoriser le plus possible la réalisation des étapes évolutives de votre enfant parce qu'elles ont tous leur raison d'être. Il faut essentiellement éviter d'interférer puis d'entraver ces processus tout à fait naturels. Plusieurs études démontrent que 85% des enfants dyslexiques et dyspraxiques n'auraient pas marché 4 pattes ou rampé. Par contre, à l'inverse, il n'est pas non plus d'une évidence que si votre enfant n'a pas marché 4 pattes ou rampé, qu'il va assurément avoir un trouble d'apprentissage. Toutefois, il y a quand même des corrélations significatives qu'on doit considérer. Et pour favoriser le neurodéveloppement des enfants, essayons ensemble de ne pas interférer avec chacune des étapes du neurodéveloppement de nos enfants qui sont préprogrammées à l'avance et encodées génétiquement. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit observer dans le neurodéveloppement de notre enfant qui peut nous amener un signal d'alerte? Un enfant qui est trop passif, qui ne réalise pas ses étapes neuroévolutives, un enfant qui est trop mou ou trop tonique peut aussi être un petit signal d'alerte. Un enfant qui s'arque le dos, qui est très irritable, qui ne tolère pas le portage en position ventrale collée sur son parent, peut nous amener un signal d'alerte aussi au niveau de l'intégration de certains réflexes. Un enfant qui marche à 4 pattes, mais de façon très asymétrique, donc qui se traîne sur une fesse seulement, qui laisse une jambe allongée. Donc, l'ensemble de ces signaux d'alerte sont importants à considérer parce que dès le premier signal, vous pouvez intervenir avec un professionnel de la santé compétent, ayant des formations, que ce soit en intégration de réflexes, que ce soit en développement moteur de l'enfant, que ce soit en réorganisation neurofonctionnelle. Sachez qu'il existe des professionnels qui sont capables de vous aider. Mais vous, votre responsabilité, votre rôle en tant que parent, c'est de favoriser la réalisation de l'ensemble de ces étapes neuroévolutives pour le bien-être de votre enfant et des générations futures.